Ces semaines, on analyse la communication d'un appel communautaire du 27 novembre 2025. Oui, L'appel est centré sur la gestion d'un bien immobilier en état critique et ça pose une question. oui. Quand la confiance est rompue, est-ce qu'il vaut mieux en dire moins ou est-ce qu'en dire plus, mais mal peut en fait aggraver les choses? C'est une question essentielle. Parce qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde. Mais si la forme est mauvaise, le message il devient inaudible, voire toxique. Et c'est exactement ce qui semble se passer ici. Le premier problème, le plus flagrant, c'est que la communication de la direction crée une dissonance dangereuse. Oui, Ils adoptent un ton désinvolte face à des problèmes qui sont, eux, existentiels pour les investisseurs. on parle bien de l'appel sur la propriété à Chicago, le 1617 S Averse, c'est ça? Précisément, la situation là-bas est d'une gravité extrême. On n'est pas sur des petits retards de travaux. Non, pas du tout. Le bâtiment est décrit comme en état de ruine avancée, il y a un risque réel d'effondrement, et pendant ce temps, les investisseurs, eux, continuent de recevoir leur loyer, ce qui ajoute une confusion totale. C'est vrai. Et face à ça, l'intervenant principal, Jean-Marc, il a un ton qu'on peut seulement qualifier de nonchalant. Il dit, et je cite, « Oui, l'immeuble est éclaté, c'est une bonne nouvelle, il sera rénové. C'est lunaire. » Complètement. C'est plus que lunaire, c'est une erreur de communication fondamentale. Le mot éclaté pour un bien qui risque de s'effondrer et bonne nouvelle dans la même phrase. C'est ça. Il y a un décalage total entre la perception de la direction et la réalité des investisseurs. Pour eux, c'est pas une bonne nouvelle, c'est la perte potentielle de tout leur capital. Exactement. Ce ton, il ne fait pas que minimiser le problème, il invalide l'inquiétude légitime des gens qui ont mis leur argent dans ce projet. C'est tout à fait ça. Surtout quand on compare avec son attitude d'il y a quelques mois, où il était décrit comme fébrile, stressé, cherchant à rassurer. Absolument. Aujourd'hui, cette désinvolture, elle est perçue comme du mépris. Et ça culmine avec des phrases comme « à ceux que ça plaît pas, tant pis » ou même « si ça ne vous plaît pas, vendez ». Là, on franchit une ligne. C'est une rupture de contrat moral. Voilà. Alors, la suggestion évidente, ce serait de dire il faut un ton plus sérieux, plus empathique. Mais bon, c'est un peu court. Oui. Et l'idée, c'est d'adopter immédiatement une posture de, disons, responsabilité partagée, de partenariat en temps de crise. Le but n'est pas de s'auto-flageller, ni d'admettre une faute qui pourrait avoir des conséquences juridiques. D'accord. Il s'agit de montrer une maîtrise de la situation, sérieuse sur le fond et connectée aux émotions des gens sur la forme. Je vois l'idée, mais j'ai une objection. Si Jean-Marc change radicalement de ton du jour au lendemain et qu'il se met à parler comme un conseiller en com de crise avec plein de mots très corporate sur l'empathie, est-ce que ça ne va pas sonner complètement faux? Les gens risquent de se dire « Ok, maintenant il nous lit un script ». Comment on peut être authentique là-dedans? C'est une excellente question et c'est le cœur du défi. L'authenticité, elle ne vient pas des mots choisis, mais de l'intention derrière. C'est-à-dire? Il ne s'agit pas de lire un script, mais de changer de perspective. Au lieu de voir les investisseurs comme des adversaires à convaincre, il faut les voir comme des partenaires dans une situation difficile. C'est de là que le changement de ton doit venir. D'accord. Par exemple, à la place de son terrible tant pis, il pourrait dire quelque chose comme « On est parfaitement conscient que cette situation est inacceptable et source d'une immense inquiétude pour vous. C'est aussi notre préoccupation numéro 1. On a merdé sur certains points et aujourd'hui, notre seule priorité est de redresser la barre. Voilà exactement où on en est et voilà ce qu'on va faire. » Là, on sent que la personne prend les choses en main sans se transformer en robot. On déplace le focus de l'émotion vers l'action. Précisément. Une autre approche, c'est de formuler le problème comme un défi commun. Par exemple, l'état de cette propriété est un obstacle majeur pour nous tous. C'est une situation qu'on prend avec le plus grand sérieux. On veut être totalement transparent avec vous sur les défis qui nous attendent et sur le plan qu'on a mis en place pour les surmonter ensemble. Le mot « ensemble » est clé. Il est crucial. Il ne s'agit pas d'être faux, il s'agit de redéfinir la relation. La désinvolture brise le partenariat. La gravité partagée, elle, le reconstruit. D'accord, donc on ajuste le ton pour rétablir le lien. Mais j'ai l'impression que même avec le ton parfait, le contenu de leur message pose un autre problème, peut-être plus subtil. Ah oui? Ils nous inondent de détails, mais à la fin on ressort sans aucune réponse concrète. Vous mettez le doigt sur le deuxième point clé. On peut appeler ça le mirage de la transparence. C'est exactement ça. La communication se concentre sur des détails techniques de valorisation future, mais elle élude toutes les questions fondamentales. Oui,
L'intervenant passe un temps fou à expliquer les subtilités des futurs modèles, les taxes, la dépréciation comptable sur 27,5 ans, les frais de clôture. On a l'impression qu'ils sont très transparents. Une illusion de transparence, oui. C'est une tactique de communication classique, souvent inconsciente d'ailleurs. Ah bon? Oui. Quand on est mal à l'aise avec les questions simples et difficiles, on se réfugie dans la complexité. C'est une forme de diversion. On parle de ce qu'on maîtrise, les chiffres, les modèles, pour éviter de parler de ce qui est incertain et anxiogène. Et pendant ce temps, les investisseurs se posent des questions très simples. Quand est-ce que le problème à Chicago sera réglé? Est-ce qu'il y a des garanties financières? Est-ce que le site est au moins sécurisé pour éviter que des squatteurs... Ou des gangs, c'était mentionné. Oui, exactement. Et aucune de ces questions ne trouve de réponse. La discussion dérive vers une complexité future pour ne pas affronter la crise d'aujourd'hui. La solution ici, c'est de passer radicalement d'une transparence de processus à une transparence de résultat. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il faut abandonner les explications techniques qui noient le poisson et restructurer toute communication de crise autour d'un cadre en 3 temps d'une simplicité désarmante. Problème, plan d'action, prochaines étapes. D'accord. Ce cadre force à être concret. Il remplace les promesses vagues par des engagements mesurables. C'est ça que les gens attendent. Pas une leçon de compta, mais une feuille de route. Ce cadre est très clair, mais, encore une fois, je vais jouer l'avocat du diable. Il expose aussi énormément l'entreprise, non? Comment ça? En donnant des dates précises, des étapes claires, ils se mettent une pression énorme. S'ils ont un retard, s'ils ratent une échéance, même pour une bonne raison, est-ce que cette hyper-transparence ne va pas se retourner contre eux et détruire le peu de confiance qui reste? C'est le paradoxe de la confiance. Oui, le risque est réel. S'engager, c'est risquer d'échouer. Voilà. Mais le risque du silence, du flou, de l'esquive est infiniment plus grand. Dans une crise, le vide est toujours rempli par la peur, par la spéculation. Rater une échéance en expliquant pourquoi, de manière proactive et honnête, c'est beaucoup moins dommageable que de ne jamais donner d'échéance du tout. Le premier cas, c'est un partenaire qui rencontre un obstacle. Le second, c'est un manager qui cache la vérité. La crédibilité se gagne en affrontant le risque de l'échec, pas en l'évitant. C'est une nuance importante. Est-ce qu'on peut impliquer ce cadre problème, plan, prochaines étapes au cas de Chicago pour que ce soit plus concret? Bien sûr. Premièrement, le problème. On l'énonce sans détour, sans minimiser. La situation du bien 176S, averse et critique. Le bâtiment présente un risque structurel avéré qui nous a conduit à geler immédiatement toute activité sur le site. Notre première responsabilité est la sécurité et nous prenons ce risque très au sérieux. C'est factuel, direct. Ça pose le cadre de la gravité. Pas de bonnes nouvelles. D'accord, juste les faits. Ensuite, le plan d'action. C'est là qu'on montre qu'on a repris le contrôle. Notre plan d'urgence se déploie en 3 points. 1. Une expertise structurelle est menée par un cabinet d'ingénieurs indépendants. Leur rapport est attendu sous 15 jours. 2. Nous avons engagé des discussions avec nos assureurs. Nous vous communiquerons leurs conclusions avant la fin du mois. 3. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du bâtiment depuis hier, Chaque point est une action concrète. avec un responsable et un début de calendrier. On passe d'un sentiment de chaos à un processus maîtrisé. Et les prochaines étapes? C'est le rendez-vous. C'est ce qui crée la redevabilité. Prochaines étapes, nous organiserons un appel dédié exclusivement aux investisseurs de ce bien le 15 décembre. L'unique objectif sera de vous présenter les conclusions du rapport d'ingénierie, les options qui s'offrent à nous et le calendrier prévisionnel pour chaque scénario. Ça ne résout pas le problème tout de suite, mais ça donne une trajectoire. Exactement. Ça transforme l'anxiété de l'attente en une anticipation structurée. D'accord. Donc on a le ton à ajuster et la structure du message à clarifier. Mais il y a un troisième aspect qui me semble problématique, le choix du canal de communication. Ah, c'est un excellent point souvent négligé. Est-ce qu'un appel communautaire général en direct, c'était vraiment le bon endroit pour gérer une crise aussi spécifique, aussi sensible? Le choix du véhicule est aussi important que le message. Un appel communautaire, c'est super pour l'engagement, les annonces générales. Les bonnes nouvelles. Voilà. Mais pour une crise de cette nature, c'est un outil très dangereux. Pourquoi? On pourrait penser au contraire que c'est le summum de la transparence. En théorie, oui. En pratique, c'est souvent contre-productif. D'abord, vous mélangez une information très négative, qui ne concerne qu'une partie des gens, avec d'autres sujets. Du coup, la crise se propage à tout le monde. Tout à fait. Et deuxièmement, un format live ouvert, c'est incontrôlable. Vous exposez à des questions chargées d'émotions, parfois hors sujet, qui peuvent faire dérailler la conversation et transformer une séance d'infos en procès public.
On risque de passer plus de temps à gérer les émotions de la foule qu'à communiquer des informations claires. Exactement. Pour une crise, il faut la précision d'un scalpel, pas la dispersion d'un haut-parleur. La bonne stratégie est une approche séquentielle, multicanale. C'est-à-dire, D'abord, il faut isoler l'incendie. La première étape aurait dû être une communication écrite envoyée uniquement aux investisseurs du bien de Chicago. Un email, un document clair, factuel, qui utilise le cadre problème, plan, prochaines étapes. on établit une base factuelle saine avant d'ouvrir la discussion. C'est ça. Ensuite, deuxième étape, organiser un appel, oui, mais uniquement pour ce groupe d'investisseurs. Ça crée un espace sécurisé où ils peuvent poser leurs questions. C'est plus respectueux et beaucoup plus efficace. Et après seulement, on en parle aux autres, Yassine. Seulement en troisième lieu, pendant l'appel communautaire général, on peut mentionner brièvement le sujet. Concernant Chicago, une communication détaillée a été envoyée aux investisseurs concernés. Nous avons eu un appel dédié avec eux et nous suivons notre plan. On contient le problème, on le traite avec les bonnes personnes et on rassure les autres en montrant qu'un processus est en place. C'est une gestion de crise beaucoup plus mature. C'est la différence entre subir une crise en public et la piloter de manière professionnelle. Bon, pour résumer, si on synthétise, notre analyse suggère 3 axes d'amélioration. Premièrement, le plus urgent, aligner le ton sur la gravité de la situation pour reconstruire la confiance, passer d'une posture désinvolte à celle d'un partenaire responsable. Deuxièmement, transformer la communication. Passer d'une transparence de processus, qui peut être une diversion, à une transparence de résultat. Et pour ça, le cadre problème, plan, prochaines étapes est un outil puissant. Et enfin, troisièmement, choisir le bon canal pour le bon message. Gérer une crise de manière ciblée avec les personnes affectées avant d'en parler au grand public. En gros, il faut traiter le patient avant de faire un communiqué de presse. Exactement. Concrètement, ça veut dire remplacer les phrases méprisantes comme le « tant pis » par une reconnaissance de la difficulté commune. Ça veut dire que chaque mise à jour de crise doit être structurée avec des dates, des livrables concrets. Et ça veut dire segmenter sa communication. On ne regagne pas la crédibilité en traitant les sujets difficiles à la légère, mais en démontrant, par des actions structurées et une com maîtrisée, qu'on est à la hauteur. Nous espérons que cette perspective vous sera utile. N'hésitez pas à nous soumettre vos futures communications pour une nouvelle analyse.